Bonjour à tous, chers amis. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo avec une petite réflexion personnelle sur les voleurs d'âme, ces écrans qui nous vampirisent, nous hypnotisent et nous suggestionnent. Disons que l'homme actuel est atteint d'une myopie intellectuelle sans précédent, qui a pour effet la pensée rationaliste, ne peut pas aller au-delà du monde visible, donc elle ne peut que s'appuyer sur des faits, sans jamais pouvoir en connaître les causes réelles. Du moment que celles-ci font partie du monde subtil, voilà. Alors disons que ce qu'on peut dire, c'est que l'arme la plus redoutable utilisée actuellement par les voleurs d'âme, c'est sans contestation possible la télévision. La télévision. Mhm. Oui, en effet, disons les images qui pénètrent le téléspectateur, le processus est simple. Donc ces images qui pénètrent le téléspectateur se mélangent et se polarisent autour de certains centres vitaux. L'homme ainsi fécondé a l'impression que c'est lui qui pense, qui croit, qui décide, qui veut, qui rêve, alors qu'il est tout simplement pris en charge. C'est une technique qui fait partie de l'arsenal thérapeutique utilisé depuis la nuit des temps par les médecines traditionnelles. Ce qui est nouveau, c'est son exploitation à des fins non louables, et c'est à l'échelle industrielle. Un individu, toujours du point de vue des sciences traditionnelles, est composé de deux corps. Le corps créé d'argile, et le deuxième, le corps subtil, créé de feu, le génie. Le milieu vital du premier est physique, et le milieu vital du deuxième est psychique. D'accord. Voilà. Donc on comprendra aisément que celui qui maîtrise ces sciences est à même d'équilibrer ou de déséquilibrer un individu ou un groupe d'individus. À l'ère du tout connecté venu complémenter l'ère de l'information et la société du spectacle, les écrans se sont avérés être de redoutables instruments projetant des images, des sons et surtout des suggestions. Les écrans ne sont pas de simples boîtes à rêves nourrissant l'imaginaire. Ce ne sont pas de simples fenêtres virtuelles sur le monde qui nous permettraient d'observer la réalité ou les événements d'ici et d'ailleurs comme une fenêtre réelle nous offre la vue d'une rue animée ou d'un paysage suscitant la contemplation. Les écrans sont bel et bien des fenêtres, windows en anglais, mais donnant une vue de l'extérieur sur nous-mêmes. Ils diffusent des programmes, des contenus, des informations qui ont en amont été pensées, élaborées et mis en scène pour séduire et captiver l'attention de celui qui naïvement vient volontairement se laisser distraire. S'il est vrai qu'avec Internet, par exemple, nous avons accès à une indéfinité d'informations, la réalité est que ce sont surtout par les écrans qu'à notre insu, on accède à nous. Nous laissons entrer l'œil de Moscou, l'œil de Big Brother, qui vient fouiller et archiver le contenu des tiroirs de notre intimité, mais bien plus dramatique encore, ceux qui élaborent et diffusent les programmes ont un accès direct aux profondeurs de notre psychisme. Ils ont alors tout loisir de venir y déposer les immondices sous-culturels du monde moderne. La télévision a été et est encore de nos jours cette lucarne nichée au centre de la maison, pièce maîtresse dominante de chaque foyer, vers laquelle chacun vient s'installer rituellement après une éreintante journée de labeur. C'est là que le brave citoyen peut enfin se détendre, se mettre sur off. Il peut léguer son attention, se laisser prendre en charge par un programme télévisé. Avec l'arrivée d'Internet, les possibilités se sont indéfiniment multipliées. Fini les trois chaînes, l'inspecteur d'Eric et le vieux Globbuster du dimanche soir sorti en salle 3 ans plus tôt. Internet, c'est le choix illimité, l'accès à tout type de contenu, audio, vidéo, à des blogs, à des PDF. Internet, c'est aussi l'interaction, le feedback,
où le citoyen ne donne plus simplement son attention, son imaginaire, il ne se laisse plus simplement distraire, il participe désormais à la distraction. Sur la toile, il débat, il interagit et offre désormais en prime sur un plateau ses données personnelles. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Pour Michel Desmurger, dans son livre TV Lobotomie, j'ouvre les guillemets, la TV est une voleuse de temps. Elle est aussi une cause d'isolement social, une source de paresse intellectuelle, un agent de stérilité cognitive et un vecteur de déstructuration psychique. Fin de citation. Internet, quant à lui, reste un outil incroyable, indéfiniment plus intéressant que cette dernière. Il permet de choisir et ouvre des perspectives de connaissances, notamment aux autodidactes. Il donne accès gratuitement à des contenus que l'on n'aurait sans doute jamais pu atteindre à une autre époque. En 2-3 clics, des bibliothèques de PDF entières deviennent accessibles. Des conférences, des références, des audios, des définitions en lien avec le sujet sont à portée de main. Sans parler du fait qu'on puisse être mis en relation avec des personnes qui s'intéressent au même sujet, chose qui dans la vie courante n'est pas toujours chose aisée. A contrario, Internet a une possibilité de nuisance indéfiniment plus redoutable, surtout depuis les smartphones. Notre laisse audiovisuelle nous suit désormais partout. On peut rapidement se perdre dans les méandres du web, sombrer dans le néant, l'inutile, le stupide, la distraction sans fin en continu. Pour accorder aussi crédulement notre confiance, pour y dépenser notre précieux temps, il faut bien que les écrans soient attrayants, qu'ils proposent un spectacle suscitant la fascination, allant jusqu'à provoquer une accoutumance, une addiction. La société du spectacle nous a généreusement offert, et ce depuis l'après-guerre, le divertissement, la distraction et l'information en perfusion. Mais de quoi voudrait-on donc nous distraire, nous divertir à tout prix ? Voyons un peu quelques définitions basiques tirées du dictionnaire. La distraction. Disposition habituelle à l'étourderie ou état passager de quelqu'un qui manque de concentration. Acte qui traduit une sorte d'inattention. Action de se distraire, de se délasser, de s'amuser. Activité qui divertit. Autre sens encore, littéraire, détournement d'argent. Voyons maintenant distraire. Interrompre, déranger quelqu'un, le faire s'intéresser à autre chose qu'à l'objet de son occupation. Exemple, travailler sans se laisser distraire. Faire passer le temps agréablement à quelqu'un, l'amuser, le divertir. Sens littéraire, enlever frauduleusement quelque chose d'un endroit, le détourner à son profit. Exemple, distraire furtivement un article lorsque la vendeuse a le dos tourné. Voyons maintenant divertir. Égayer quelqu'un, l'amuser, lui procurer une distraction. Détourner quelqu'un de quelque chose, faire que ses pensées se tournent ailleurs. On retiendra évidemment le sens de l'amusement, mais ce qui est intéressant, c'est l'idée de détourner et d'occuper les pensées du spectateur. Mais le détourner de quoi et l'occuper avec quoi ? La distraction est l'extrême opposé de la concentration, notion fondamentale dans la vie d'un homme. Se concentrer, c'est occuper entièrement son esprit, son attention à faire quelque chose. Exemple, concentrer ses efforts à faire un travail. C'est fixer son attention sur quelque chose, y être attentif. Exemple, se concentrer sur un problème difficile. Dans une perspective spirituelle, pour Guénon, la concentration est déterminante. Elle est le point de départ pour accéder à la suprême réalité. Jean-Marc Vivenza, dans son dictionnaire de René Guénon, résume la concentration comme telle. Je cite. La véritable concentration est qu'Agria, bien différente de ce que les Occidentaux ont pour habitude d'appeler comme telle, c'est-à-dire très souvent une sorte d'attention diffuse dirigée sur les phénomènes extérieurs, toujours mouvante et agitée, et bien au contraire un regard intérieur profond et pacifié, point de départ
et moyen fondamental de la connaissance. Utilisant divers supports techniques, pensées, symboles, images divines, etc., du moins au début, ces moyens auxiliaires deviennent plus ou moins rapidement inutiles et laissent place à la pure réalité. Toutefois, on aura soin de considérer ces exercices préliminaires non comme de simples outils périphériques négligeables, car, écrit René Guénon, ils peuvent aider à la réalisation et acheminer, si ce n'est à son terme du moins, à des stades préparatoires essentiels. Fin de citation. La distraction, quant à elle, nous éloigne de cette concentration. Elle distrait, elle perturbe, elle détourne, elle dévie l'attention de son but. Elle n'est évidemment pas totalement mauvaise en elle-même, mais c'est son omniprésence qui la rend redoutable. Le livre des morts tibétain nous enseigne, dans une perspective spirituelle, que, j'ouvre les guillemets, l'ignorance de notre vraie nature est la source de tous les tourments du samsara, et la source de cette ignorance elle-même est la tendance invétérée de notre esprit à la distraction. Mettre fin à cette distraction, c'est mettre fin au samsara lui-même. Fin de citation. Évidemment, la distraction prend ici un sens beaucoup plus large, mais vous comprenez l'idée. Le divertissement constant et la sollicitation permanente détournent notre attention du moment présent et font barrage à tout accès au domaine spirituel. Les écrans sont des voleurs d'âme. Ils captivent notre attention, dissolvent notre concentration, nous distraient à 1001 aspirations vaines. Ils nous mènent à de multiples concepts tués dans l'œuf, rendus stériles par la sursollicitation des suggestions, par la saturation d'images, de sons et d'idées mélangés comme un brouillard coloré, un tableau d'art abstrait, un récit empli de phrases avortées, de milliers d'idées mortes-nées, faute de ne pas avoir eu la concentration nécessaire et la persévérance d'en suivre une seule à la fois. Les écrans absorbent notre vitalité, ils prennent en charge notre réflexion, ils nous endorment et nous fournissent les rêves. Ces interfaces vides et inoffensifs en état de veille contiennent tout un monde virtuel indéfini, un labyrinthe où la sortie est parfois difficile à trouver. Qui n'a jamais perdu son temps à regarder de courtes vidéos insignifiantes qui s'enchaînaient avant de se rendre compte qu'une heure était passée? Qui n'a jamais voulu regarder l'heure sur son téléphone et s'est finalement retrouvé à consulter plusieurs réseaux à la suite pour finalement se ressaisir et réaliser qu'il était en fait au travail, au milieu d'une réunion, entouré de collègues golémisés. Collègues qu'on avait pour le coup peut-être raison de fuir même virtuellement. Mais le pire dans cette divagation, cette distraction hypnagogique, c'est le fait de ne pas avoir consulté l'heure, chose pour laquelle on avait initialement ouvert son téléphone. Et là, je reprends à nouveau les termes de Démurger en parlant des écrans qui sont une source de paresse intellectuelle, un agent de stérilité cognitive et un vecteur de déstructuration psychique. En effet, les écrans ont cette faculté à nous placer en état de léthargie, de passivité, de récepteur, littéralement en état d'hypnose. L'hypnose, selon la définition du dictionnaire, est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil, provoqué par la suggestion. Aie confiance, crois en moi. On connaît tous la célèbre phrase de Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, sur le temps de cerveau disponible. J'ouvre les guillemets. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Je referme les guillemets. En d'autres termes, c'est grossièrement capter l'attention du téléspectateur avec du spectacle, hypnotiser la proie et la rendre disponible pour se faire gentiment violer le psychisme, sans s'en apercevoir, une sorte de drogue du violeur virtuel. Cet acte d'amour
virtuelle non consentie, donnera naissance à des idées, des pensées, des envies, des idéologies élaborées par d'autres en amont. Tout cela par insémination virtuelle. Au-delà de la publicité, c'est surtout la propagande, les idéologies douteuses, la doxa, le prêt-à-penser et l'insupportable bien-pensance qui transitent via les écrans. Émetteurs du vulgaire spectacle en prenant soin de toujours solliciter l'émotionnel. Michel Desmurger, toujours lui, dans La fabrique du crétin digital, indique que, j'ouvre les guillemets, on a constaté qu'en provoquant délibérément la peur, la colère ou l'anxiété, on augmentait la vulnérabilité de l'animal aux suggestions. Si ces émotions sont maintenues au paroxysme pendant assez longtemps, le cerveau se met en grève et ensuite, rien n'est plus aisé que d'implanter de nouveaux comportements. Fin de citation. La suggestion. Aie confiance, crois en moi. La suggestion, selon le dictionnaire, est une action de suggérer, d'inspirer une idée, une pensée. C'est aussi ce qui est suggéré sans être imposé. Exemple, ce que je vous dis est une simple suggestion. Autre sens plus intéressant, une technique psychique reposant sur la croyance qu'une personne peut influencer par la parole un état affectif ou une conduite d'une autre. Entre parenthèses, l'hypnose repose sur la suggestion et, utilisée dans un but à visée thérapeutique, elle attend de la suggestion qu'elle soit assez puissante pour entraver les manifestations du syndrome. Je referme la parenthèse. Nous sommes sans nous en rendre compte tourmentés dans le monde intermédiaire, dans une contrée de notre mental par un déferlement de nuages menaçants, fait de suggestions, de forces psychiques, de formes pensées, qui viennent flatter l'infrahumain, ensemencer au sein de chacun des résidus émotionnels et affectifs, des passions et des désirs, et ainsi libérer les instincts les plus inférieurs. Ce que les psychanalystes appellent l'inconscient, ce sont en réalité ces pensées désorientées qui nous traversent l'esprit, sans être de nous, mais émanant de contrées infernales. Pensées auxquelles il ne faudrait justement pas s'identifier et surtout pas nourrir. Le monde moderne, de par sa rupture avec le sacré et par la stimulation des forces psychiques les plus inférieures, a favorisé l'apparition de personnages et de mouvements sulfureux. Ces personnages propagent des dogmes nouveaux, des idées douteuses qui composent de véritables suggestions dans un milieu préparé à les recevoir. René Guénon, dans La crise du monde moderne, nous indique, je cite, que ces suggestions n'ont pas créé de toutes pièces l'esprit moderne, mais elles ont largement contribué à l'entretenir et que si ces suggestions venaient à s'évanouir, la mentalité générale serait bien près de changer d'orientation. C'est pourquoi elles sont si soigneusement entretenues par tous ceux qui ont quelconque intérêt à maintenir le désordre, sinon à l'aggraver encore. Il est difficile de déterminer le degré de sincérité des propagateurs de ces suggestions. Ceux qui jouent un rôle de dupe sont souvent les meilleurs instruments parce qu'ils y apportent une conviction que les autres auraient peine à simuler et qui est facilement contagieuse. Un peu plus loin encore, il ajoute « Mais derrière tout cela, et tout au moins à l'origine, il faut une action beaucoup plus consciente, une direction qui ne peut venir que d'hommes sachant parfaitement à quoi s'en tenir sur les idées qu'ils lancent ainsi dans la circulation. » Un peu plus loin, des pseudo-idées destinées principalement à provoquer des réactions sentimentales efficaces sur les masses. Fin de citation. À ce propos, on pourrait citer, entre bien d'autres, un certain Edward Louis Bernays, né à Vienne le 22 novembre 1891 et mort à Cambridge dans le Massachusetts le 9 mars 1995. Monsieur Bernays est un publicitaire austro-américain. Il est considéré comme le père de la propagande politique et d'entreprise, ainsi que de l'industrie des relations publiques qui ont fortement contribué à développer le consumérisme. Il est notamment le neveu du psychanalyste Sigmund Freud. Je vais vous livrer quelques citations fort intéressantes tirées de son livre « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie » et qui fait écho à ce qui vient d'être énoncé sur la suggestion et comment elle est insufflée dans l'esprit des masses,
notamment par les écrans. Je cite: La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. Autre citation: Si nous comprenons les mécanismes et les mobiles propres au fonctionnement de l'esprit de groupe, il devient possible de contrôler et d'embrigader les masses selon notre volonté et sans qu'elles en prennent conscience. Autre citation: Qui sont les hommes qui, sans que nous en ayons conscience, nous soufflent nos idées, nous disent qui admirer et mépriser, ou ce qu'il faut penser de la propriété des services publics, des tarifs douaniers, du prix du caoutchouc, du plan Dawes, de l'immigration? Qui nous indique comment aménager nos maisons et comment les meubler, quels menus doivent composer notre ordinaire et quel modèle de chemise il est bon ton de porter? Ou encore les sports que nous devrions pratiquer et les spectacles que nous devrions voir, les œuvres de bienfaisance méritant d'être aidées, les tableaux dignes d'admiration, les argotismes à glisser dans les conversations, les blagues censées nous faire rire. Autre citation: Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisses. Plus important encore, nous ne réalisons pas non plus à quel point ces autorités façonnent à leur guise nos pensées et nos comportements. Dans maints domaines de la vie quotidienne, où nous croyons disposer de notre libre arbitre, nous obéissons à des dictateurs redoutables. Autre citation: Les nouveaux responsables commerciaux savent qu'il est possible, en s'adressant aux hommes qui composent les masses par le biais de leur formation collective, de susciter des courants émotionnels et psychologiques qui travailleront pour eux. Au lieu de s'attaquer de front aux résistances des acheteurs, ils cherchent à les supprimer. À cet effet, ils créent les circonstances qui, en canalisant les courants émotionnels, vont produire la demande. Dernière citation: La propagande facilite la commercialisation des nouvelles inventions. Elle prépare l'opinion à accueillir les nouvelles idées et inventions scientifiques en s'en faisant inlassablement l'interprète. Elle habitue le grand public au changement et au progrès. Fin de citation. Il y a donc une réelle volonté de suggestion des masses, d'inversement des mentalités et des références, et de réformer globalement les sociétés. Il est difficile de dire, comme le souligne justement René Guénon, à quel point les propagateurs de ces suggestions sont suggestionnés eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est que ces influences émanent de l'infrahumain, de contrées infernales. On peut à ce titre signaler René Descartes, père du cartésianisme et de la méthode, père de la philosophie profane basée sur la raison, associé à la physique mécaniste, se résumant par la négation de toute connaissance métaphysique. René Descartes aurait eu ses révélations quant à sa philosophie durant 3 rêves d'inspiration plutôt démoniaque. Ce que je voulais mettre en évidence dans cet exposé, c'est le fait que les distractions de notre société contre-traditionnelle, essentiellement véhiculées par les écrans, ne sont pas inoffensives, elles ne sont pas innocentes, elles ne sont pas gratuites. Consommées à l'excès, sans mesure, nous courons le risque de les payer de notre personne, en léguant notre attention à des boîtes à rêveries, favorisant la divagation, kaléidoscope virtuel nous plaçant en état d'hypnose. En nous laissant distraire, nous perdons un peu de notre concentration sur les choses essentielles, notamment sur la quête du but de l'existence. Nous perdons aussi un peu de nos défenses intérieures en laissant pénétrer des suggestions par des fenêtres grandes ouvertes sur notre âme. Il apparaît important, au vu de ces quelques éléments, de chercher impérativement à s'extraire de la laideur ambiante, du vulgaire, du grotesque, de chercher à se protéger des stimulations, des sollicitations du domaine inférieur qui s'efforcent de pénétrer notre intérieur. De même qu'on n'inviterait pas un voleur à entrer dans sa maison, pourquoi laisserions-nous des pensées, des idées, des influences déstructurantes pénétrer notre forteresse intérieure ?
La nature ayant horreur du vide, il semble également nécessaire de se remplir de quelque chose, de se nourrir de nobles pensées pour toute personne souhaitant s'élever au moins au-dessus du chaos ambiant, de chercher à assainir son intérieur et à maîtriser ses propres démons. Cela passe par un retour sur soi, par une recherche de références et l'acquisition de connaissances, et enfin par une pratique. Corriger ses tares, se réparer soi-même, c'est participer à la réparation du monde. Rumi dit en ce sens: ton régime n'est pas seulement ce que tu manges, c'est ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis et les gens que tu traînes autour de toi. Sois conscient des choses que tu mets en toi physiquement, émotionnellement et spirituellement. Fin de citation. Le moine bouddhiste Ajahn Chah dit très justement également, je cite: le monde est dans un perpétuel état d'agitation. Le mental passe de la satisfaction à l'insatisfaction au rythme de l'agitation du monde. La plus grande aide que nous puissions apporter au monde, c'est d'apprendre à apaiser notre mental. Ananda Coomaraswamy dit également: voici les deux finalités de la psychologie traditionnelle. Être en paix avec soi-même, quoi qu'on puisse faire, et devenir le spectateur de tout le temps et de toute chose. Fin de citation. Pour en revenir aux écrans et pour terminer, je citerai Michel Desmurger, une dernière fois, qui s'est intéressé de près aux écrans et qui, dans son livre La fabrique du crétin digital, nous dit: d'un point de vue strictement épidémiologique, la conclusion à tirer de ces données se révèle assez simple. Les écrans sont un désastre. Toute maladie qui afficherait le même pédigré, obésité, troubles du sommeil, tabagisme, difficultés attentionnelles, retard de langage, dépression, etc., verrait une armée de chercheurs se lever sur sa route. Rien de tel concernant nos lucratifs joujoux digitaux. Juste de ci de là, quelques timides mises en garde et appels à une vigilance raisonnée. Il ajoute une conclusion d'un journaliste, docteur en sociologie, Guillaume Erner, dans le Huffington Post. Je cite: la morale de l'histoire, la voilà. Livrez vos enfants aux écrans, les fabricants d'écrans continueront de livrer leurs enfants aux livres. Je vous remercie pour votre attention, j'espère vous avoir suffisamment distrait et suggestionné pour avoir un like, un commentaire ou un abonnement en retour. Portez-vous bien et prenez soin de vos proches. Je vous dis à bientôt. Ciao.